Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, élection législative en Gambie. Le Parti national du peuple remporte une courte victoire avec 19 sièges sur les 53 en jeu, d'après les résultats de la commission électorale indépendante. Le parti présidentiel manque ainsi la majorité absolue au Parlement. Vers un duel ZANU-PF-CCC dans un paysage politique en pleine recomposition au Zimbabwe, la ZANU-PF, le parti au pouvoir, s'apprête à faire face aux prochaines élections générales de 2023 à la coalition des citoyens, un tout nouveau parti qui s'est imposé aux législatives partielles. Le gouvernement malgache décide d'intervenir face à l'envolée des prix alimentaires en fixant des prix plafonds pour la vente d'un certain nombre de produits de première nécessité. Mais tout d'abord, l'actualité au Nigeria où le vice-président Yemi Osinbajo a annoncé ce lundi se lancer dans la course à l'élection présidentielle. Le scrutin est prévu en février 2023. Mais avant, place à la primaire. Yemi Osinbajo indique être candidat à celle de l'APC, le Congrès des progressistes. Le candidat du parti doit être choisi d'ici le 3 juin. Et dans cette primaire, Yemi Osinbajo devra notamment faire face à l'ancien gouverneur de Lagos, Bola Tinubu, ainsi que le ministre des Transports, Rotimi Amayechi, qui ont déjà annoncé leur candidature visant à succéder au président sortant Muhammadu Buhari, qui arrive au terme de son deuxième mandat. Le Parti national du peuple renverse la majorité dont disposait le Parti démocratique unifié au Parlement sortant. La formation du président gambien Adama Barrow remporte les élections législatives avec 19 sièges sur les 53 en jeu, soit 4 de plus que le principal parti d'opposition. Mais il ne s'agit donc que d'une courte victoire qui ne permet pas au NPP de s'appuyer sur une majorité et par conséquent, le parti va devoir aller vers la formation d'une coalition. Samantha Saberou Saboubanga. Le parti au pouvoir en Gambie, le Parti national du peuple, a obtenu 18 sièges sur les 53 circonscriptions aux élections législatives de samedi 9 avril 2022. C'est ce qu'a rapporté dimanche 10 avril la commission électorale indépendante de la Gambie. Cette élection législative est une victoire amère parce que c'est vrai que pour avoir la majorité, il aurait fallu avoir au moins 27 sièges sur les 53 sièges. Le principal parti d'opposition, le Parti démocratique unifié, est arrivé deuxième avec 15 sièges. Les candidats qui se présentaient sous des étiquettes indépendantes ont remporté 12 sièges. Le Parti de la réconciliation nationale en a eu 4. L'Organisation démocratique du peuple pour l'indépendance et le socialisme en a obtenu 2. Et l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction, parti de l'ancien président gambien Yaya Jammeh, en a également eu 2 sièges. Le paysage politique gambien est en train de changer. Il va falloir comprendre ça aussi. Avec ces candidatures indépendantes, il va falloir comprendre aussi que nous nous dirigeons vers les élections municipales de 2023 avec certainement une nouvelle arène politique qui se dessine pour la Gambie. Selon les observateurs, ce résultat signifie que les partis d'opposition combinés ont vaincu le parti au pouvoir au Parlement. À en croire la commission électorale indépendante, le taux de participation à ces législatives était de 51,2%, beaucoup moins que celui des élections présidentielles de décembre 2021 qui était proche de 90%. Dans l'actualité également, Thomas Lubanga et Floribert Ndjabou libérés ce lundi en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Ces émissaires dépêchés dans la région pour négocier un cessez-le-feu auprès des miliciens étaient détenus par le groupe armé Codeco depuis plus de 2 mois. Le 16 février dernier, 8 membres de la task force gouvernementale avaient été pris en otage. Et sachez que 2 autres personnes auraient également bénéficié de cette libération. Une fin de captivité rendue possible grâce à une coordination avec les forces armées régulières, a indiqué Thomas Lubanga, l'un des ex-otages.
À quelques mois des élections générales, le Zimbabwe s'apprête à célébrer le 18 avril prochain son 42e anniversaire de l'indépendance. Et à quelques mois des élections, la ZANU-PF est menacée par le nouveau parti d'opposition. Le parti au pouvoir pourrait en effet être confronté à la coalition des citoyens pour le changement aux élections générales prévues l'année prochaine, après que ce nouveau parti né en janvier ait réalisé une percée importante lors des élections partielles. Nathalie Moore. L'élection législative partielle du 26 mars 2022 a vu l'opposition obtenir pour la première fois la majorité au Parlement du Zimbabwe avec 19 nouveaux sièges gagnés. Après d'un an de la présidentielle de 2023, les législatives ont représenté pour l'opposition un test de la capacité du pays à conduire des élections libres et démocratiques. Des résultats qui indiquent une poussée démocratique franche au Zimbabwe. La population a maintenant tendance à donner se voit à l'opposition et c'est une espèce de prélude de ce que risquent d'être les élections de 2023. Au Zimbabwe, les avancées démocratiques se heurtent à la persistance d'un droit de regard du pouvoir sur les activités politiques. Le gouvernement examine la réintroduction d'une loi controversée sur le financement des organisations bénévoles privées. Une loi pour lutter contre le blanchiment d'argent selon l'exécutif zimbabwéen. C'est une loi qui met les ONG sous le contrôle du gouvernement. Cela signifie que, après avoir cherché à museler l'opposition, le pouvoir cherche également à museler la société civile organisée qui risque de lui tenir tête en 2023. Dirigé pendant 30 ans par Robert Mugabe, le Zimbabwe a lancé un immense chantier politique depuis l'accession au pouvoir d'Emmerson Mnangagwa en 2018, celui de la construction de sa démocratie. Signe majeur de cette volonté, la ratification en 2022 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. L'enseignement supérieur, un secteur encore sous-financé au Sénégal, ce qui a des répercussions dans la qualité de l'enseignement et dans la recherche, des conséquences visibles aussi dans le classement mondial des universités. Face à l'urgence, le gouvernement s'est engagé à doter l'enseignement supérieur d'un budget plus conséquent. Philomentine. Le gouvernement sénégalais a fait passer les dotations budgétaires du secteur de l'enseignement supérieur de plus de 117 milliards de francs CFA en 2012 à plus de 241 milliards de francs CFA en 2022. En vue d'améliorer ce secteur, l'exécutif sénégalais a élaboré un plan stratégique national pour la recherche et l'innovation qui doit s'étendre sur la période 2023-2032. D'abord, il faut saluer cette initiative du gouvernement du Sénégal qui vise à améliorer les conditions de recherche et de travail dans l'enseignement supérieur, dans les universités plus particulièrement, et insister sur la nécessité de mettre à jour nos universités, surtout sur le plan de la digitalisation. Le plus important pour nous, c'est de voir d'abord les conditions de la recherche, mais il faudrait qu'il y ait un véritable budget de la recherche. Annoncé par le président Macky Sall, ce programme devrait contribuer à l'amélioration des performances des universités et du renforcement de la gouvernance consensuelle. En effet, l'université sénégalaise reste confrontée à de nombreuses contraintes depuis ces dernières années. Que les universités aussi s'adaptent à la professionnalisation. De plus en plus, la société, les entreprises ont besoin d'agents formés sur le plan professionnel. Et donc, le défi de la professionnalisation des universités, c'était ça aussi le sens du système LMD. Il faut que ce défi soit aussi en ligne de mire. Le chef de l'État sénégalais souhaite également engager une étude prospective sur les flux d'étudiants et améliorer le taux d'encadrement pour la période 2022-2026. En crise depuis quelques années, l'enseignement supérieur cherche à se développer au Sénégal comme partout ailleurs en Afrique. Les Malgaches sont confrontés à une flambée des prix des produits alimentaires de base, riz, farine, sucre, rien ne va plus sur les marchés. Les consommateurs ne parviennent pas à faire face à la hausse des prix. Devant ce désarroi, le gouvernement a décidé de plafonner les prix. Marie-Raphaël Antolo.
En raison de l'envolée des coûts de certaines denrées alimentaires, le gouvernement malgache a fixé des prix plafonds pour la vente de plusieurs produits de première nécessité tels que le sucre, la farine, le riz, l'huile, le gaz ou le ciment. L'huile de cuisine par exemple est passée de 8 000 à 10 000 ariaris, soit une hausse de 2 000 ariaris malgaches. Avec cette nouvelle décision, ces produits seront désormais vendus moins cher qu'ils ne l'étaient avant la prise de cette mesure selon les autorités. Les autorités malgaches doivent soutenir davantage son secteur primaire et son secteur secondaire, de manière à ne plus être tributaire des pays exportateurs de ces produits de première nécessité. Cela implique un État qui vient aider et assister les agents économiques, de manière à ce qu'il y ait une résilience à tous les chocs exogènes sur le plan international. Selon des observateurs, les clients se font de plus en plus rares dans les marchés malgaches en raison de cette flambée des prix. Pour les détaillants, cette situation est causée par les grossistes qui continuent d'augmenter les prix des denrées alimentaires de base. Cette initiative des autorités malagasy vise à maîtriser notamment le lobby d'importation puisque la majeure partie de ces produits sont importés. C'est une bonne chose puisque cela répond à une mesure d'urgence. Soulignant que cette décision est prise dans le cadre d'une procédure spéciale permise par la loi 2019-2020 régissant la concurrence qui autorise le gouvernement à intervenir sur les prix en cas de difficulté durable d'approvisionnement du marché. En cas de non-respect des mesures prévues par le décret, le ministère du Commerce est en droit de retirer les autorisations d'exploitation, voire même de faire fermer les magasins ou établissements. On vous emmène à présent à Nairobi, au Kenya, à la découverte du magasin du futur. Cet espace utilise la réalité virtuelle afin d'améliorer la réalité physique du magasin, mais pas que, car beaucoup d'activités, notamment autour du jeu, sont proposées dans cet espace. C'est un reportage signé Fraternanda Kaisenga. Dans le confort de son salon à Nairobi, Olivia Etiang est totalement plongée dans son univers virtuel. Ici, elle peut jouer à ses jeux préférés, visiter des endroits n'importe où sur le globe ou encore commander et payer des articles de son choix après les avoir essayés en utilisant de la réalité virtuelle. Bienvenue au magasin du futur en Afrique, imaginé par Visa. Certains disent qu'avec l'utilisation des nouvelles technologies dans le commerce, les magasins physiques vont disparaître, mais c'est faux. Moi, je pense que le futur du commerce sera une fusion entre le physique et le digital pour créer une nouvelle expérience améliorée. Tu pourras par exemple être à la maison et être capable d'essayer des lunettes de soleil ou des chaussures en utilisant la réalité virtuelle. Est-ce physique ou digital? Tu pourras être dans un magasin physique et être capable d'acheter un NFT dans n'importe quelle galerie. Ici encore une fois, il est difficile de distinguer où se termine l'aspect physique et où commence le digital. Et c'est là que fusionne le physique et le digital pour mieux servir le client. Mieux servir le client, voici ce qui inspire toutes les solutions proposées par les équipes qui travaillent dans ce centre d'innovation Visa, récemment inauguré au Kenya, pour servir de catalyseur dans toute l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne. One of the biggest mindset shifts that Visa has made in the last few years. L'un des meilleurs changements de mentalité que Visa essaie de transmettre, c'est de se demander quel est le point de départ de l'innovation. Ce n'est pas la technologie, ce n'est pas aussi le produit, ce n'est pas non plus la stratégie, mais c'est en toute honnêteté ce que le client désire ou ce dont il a vraiment besoin. Il faut se demander quels sont ses besoins et ses aspirations pour qu'on se mette à travailler dessus. Donc, avant que mon équipe ne commence à travailler sur une solution quelconque, la première chose dont on tient compte, c'est l'émotion du client. On lui parle pour savoir ses besoins avant de commencer à imaginer le produit. Le commerce du futur, c'est aussi la façon dont les gens vont se mouvoir. Selon Visa, il faut déjà commencer à travailler sur l'automatisation des paiements dans les transports en commun en Afrique. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.